Ouais, j'ai assisté à une dispute dans un live sur des sujets qui sont... j'ai un peu eu du mal à suivre les désaccords, mais en gros, il y a du vrai de tous les côtés et je vais essayer de faire le tri sans dire qui je suis. Euh, alors il faut savoir que euh, dans le milieu universitaire, puisque c'est lui qui commande plus ou moins ce qu'on pourrait appeler tous les domaines intellectuels et qui fait travailler, qui paye des gens qui ne font que ça, donc du fait qu'ils font que ça, déjà c'est un plus. Euh, il y a quand même des choses qui se sont passées qui sont assez graves hein, et qui sont déplorables, mais qui sont, voilà, faut juste le savoir, c'est pas des secrets d'État, c'est connu. Donc ce matin, dans les échanges, j'entendais des gens opposer, en gros, la vraie science et tous les domaines qui ont revendiqué à un moment donné pour se valoriser l'épithète qu'on mette science devant leur domaine et qui ne sont pas des sciences du tout. J'insiste bien, pas du tout, et c'est connu. Et le terme science est utilisé par des journaux comme Libération, par exemple, ou par les mouvements voilà, LFistes, islamo-gauchistes, tout ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Et j'ai essayé d'expliquer comment ça se passe. En fait, la science, elle est définie par la forme du texte. Plus il y a en fait, c'est pas noir ou blanc, hein, c'est pas un truc est scientifique ou il n'est pas, c'est que tout peut être scientifique dès lors que vous pouvez identifier les postulats, c'est-à-dire les parties du texte qui ne sont pas démontrées, qui sont donc automatiquement, qui deviennent automatiquement des hypothèses. Ils n'ont pas le choix. Il y a que deux statuts. Il y a déduit de ce qui précède ou hypothèse. Et par ailleurs, l'inférence elle-même est une hypothèse. Hein, donc voilà, il y a des gens qui confondent, par exemple, qui pensent que axiome c'est pas pareil qu'hypothèse. Si axiome c'est une hypothèse, simplement une hypothèse qu'on fait et qui peut durer longtemps et qui va avoir un statut spécial, donc elle sera tacite. Mais elle sera là. Mais elle sera tacite, on va économiser de l'encre en ne l'écrivant pas, mais elle sera là, elle n'aura jamais été pour autant démontrée. Un axiome, c'est juste une hypothèse qui est... On sait que tout le monde sait que l'hypothèse est faite, et donc, on ne va pas le réécrire. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent, qui pensent que axiome, postulat, hypothèse, tout ça c'est différent. Non, il n'y a que des hypothèses et des trucs prouvés dans la science. Un texte s'éloigne de la science quand vous ne pouvez plus identifier ce qui n'est pas déduit. À ce titre, vous sortez très vite de la science. Hein. Vous avez, par exemple, les sciences humaines, ça n'existe pas. C'est pas des sciences. La psychologie, c'est pas une science. La psychiatrie, c'est pas une science. La médecine, c'est pas une science. Alors, après, les gens dans les différents domaines, ils ont leur technique propre. Mais quand c'est sérieux et quand ça accepte la disqualification par l'expérience, vous avez un deuxième sens, je dirais, du mot science, qui va être plutôt synonyme du mot sérieux, c'est-à-dire qui va respecter la disqualification par l'empirique. C'est-à-dire vous avez fait un pari, puis vous le perdez, vous reconnaissez que vous l'avez perdu, et ça va s'appeler science expérimentale, mais les articles sont parfois pas scientifiques. Par contre, les gens qui travaillent dans le domaine, par exemple les médecins, les biologistes, eux vont être sérieux. C'est-à-dire que s'ils sont contredits par les faits, ils vont pas discuter. Ils vont dire on a perdu notre pari, c'était faux. Le pronostic qu'on a fait, la prédiction qu'on a fait, était fausse. Ce qui va faire rentrer dans science numéro 2, si vous voulez, dans un deuxième sens du mot science, où jusqu'ici avec la physique et les maths, puisque elles, leur texte était correct, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on pouvait identifier ce qui n'était pas justifié, ça va faire rentrer des textes de médecine, des textes parfois de psychiatrie qui fait partie de la médecine. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la psychologie. La psychiatrie, c'est genre, on essaye des produits et puis s'il n'y a pas trop de morts, on dit oui, vous regardez, voilà. Et qui va faire entrer un certain nombre de choses très très matérielles, très factuelles dans le domaine des sciences. Bon, voilà, la médecine, la pharmacologie, la biologie, des trucs comme ça. Et puis ça va s'arrêter là. Et généralement, vous avez un truc très simple, connu au CNRS, c'est un sujet de blague dans les cantines du CNRS. Ce qui est très marrant, c'est que cette blague, elle est faite au moins 500 fois par an dans une cantine qui va pourtant nourrir, je sais pas, 200 personnes. Donc vous voyez, c'est quand même un truc qui est très présent à l'esprit des gens. C'est que quand un truc est une science, il n'y a pas le mot science devant. Voilà. Vous prenez mathématiques, il n'y a pas le mot science devant. Physique, il n'y a pas le mot science. Il y a des gens qui disent science physique, mais on dit la physique. Ok. La chimie, on dit la chimie. La médecine, la biologie. Voilà. Quand vous mettez le mot science, c'est automatiquement du charlatanisme. Sciences humaines, sciences de l'éducation, sciences de ceci, sciences de cela. Pour des raisons politiques, voilà. Quand un truc n'est pas une science, on met le mot science devant pour le vendre, en quelque sorte, dire qu'on a raison de payer les gens. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sérieux. Quand vous avez des gens payés toute la journée à faire un truc précis, à faire des investigations, ils sont automatiquement sérieux, même si c'est même si c'est des gros complotistes, mystiques, tout ce que vous voulez, ils sont sérieux parce qu'ils partent à la quête de données, alors que le glampin de tous les jours, lui, il est au boulot, il a le temps de rien, et puis quand il monte sur Internet, c'est pour balancer 3 slogans tarte à la crème, voilà, donc il y a quand même une différence. Par contre, ce qu'ils produisent, et je pense en particulier aux sciences humaines, la sociologie, parfois la psychologie un peu moins impactée, les sciences de l'éducation, c'est essentiellement n'importe quoi et c'est connu.
c'est connu, c'est du snobisme, c'est voilà, on va faire des phrases, etc. Par contre, quand ils vont publier un article, donc ils vont mettre leur n'importe quoi, c'est comme vous savez, quand vous faites un virement bancaire, il y a des endroits que vous remplissez comme nom, prénom qui servent à rien. Vous pouvez mettre n'importe quoi, le serveur ne va pas vérifier parce que c'est pas sensible. Par exemple sur votre carte bleue, quand vous rentrez votre carte bleue, votre numéro de carte bleue sur un serveur, vous pouvez mettre, je sais pas moi, Mère Teresa dans le champ nom, prénom, il n'y a pas de souci, ça va passer. Enfin je crois. Moi, en tout cas, il y a des domaines comme ça. Vous avez des champs libres. Le champ, dans un article publié dans les revues à comité de lecture, dans les domaines qui ne sont pas des sciences, mais où il y a des gens payés par le CNRS pour travailler, hein, la partie analyse, elle fait partie de ça. C'est-à-dire, la personne, en gros, elle a le droit de dire n'importe quoi, de balancer son idéologie, dire vive la révolution prolétarienne. En général, c'est ce qu'ils disent, puisque la plupart des gens, ils sont issus de ces milieux. C'est parce que c'est, en tout cas en France. Mais bon, il y a eu une tendance dans le monde, effectivement, à un squattage, à une invasion des instituts, de ces domaines, par les militants, des idéologues, des révolutionnaires marxistes, etc. On a considéré à un moment donné que c'était de bonne guerre, que c'était pas grave, que de toute façon, alors là encore, la différence entre la théorie et la pratique, à un moment donné, on a considéré que de toute façon, ça se voit qu'ils disent n'importe quoi, donc pas au sens que c'est vrai ou que c'est faux, mais que la structure du texte ne permet pas d'identifier leurs axiomes, ce qu'ils supposent. Et dès lors que vous avez un article qui ressemble à un article de Libé, automatiquement vous dites, bon ok, c'est du militantisme, c'est de la rhétorique, on abandonne, on s'en fout. Sauf que effectivement, pour le grand public, ça s'est pérennisé, et ce qui était connu dans les années 80-90, qu'on embauchait des gens pour travailler, mais qu'on assumait qu'ils n'étaient pas scientifiques, et que du coup, et c'est là où c'est vicieux, on leur rajoutait le préfixe science, par générosité sociale en quelque sorte, pour dire puisque c'est pas des sciences, on va mettre science devant pour les indemniser en quelque sorte de pas être des scientifiques. Et ça s'est perdu, et aujourd'hui vous pouvez très bien avoir des journaux militants qui disent d'après un article de machin, d'après un article de truc, on a pu établir que, et pof, il va citer un article dans une revue à comité de lecture du domaine de la sociologie, des sciences humaines, des sciences de l'éducation, et il y aura un malaise parce que pour le grand public, il y aurait soi-disant quelque chose d'un peu scientifique là-dedans. Donc voilà. On a cette situation-là, elle est factuelle, elle est connue. Elle est connue. C'est pas brandi tous les jours. C'est pas un sociologue qui va vous raconter ça, évidemment. Il va le cacher, mais il le sait. Il va pas se faire des illusions sur le fait qu'il serait soi-disant un scientifique. On en sait quelque chose parce que si vous voulez, comme en plus ils ont souvent des formations ou des compétences mathématiques assez limitées, ils passent leur temps à envoyer des mails pour nous demander si tel ou tel truc est valide. Voilà, faut qu'on valide des calculs qu'ils ont fait dont ils sont pas sûrs. Alors, si vous voulez, quand un scientifique qui écrit un article qui a besoin de demander à quelqu'un d'autre par un argument d'autorité si son calcul est correct, si on publiait tous nos mails, si les gens du CNRS Vraie Science publiaient tous les mails qu'ils reçoivent de leurs collègues des labos littéraires, ça ferait à mon avis un scandale assez gigantesque, ça se vendrait plus que le Da Vinci Code. Voilà, donc maintenant, ça je vais les défendre, ces littéraires qui font des articles. L'idée c'est qu'on leur impose quand même, il y a un socle si vous voulez, alors après ils ont réussi à s'émanciper des vérificateurs, mais on leur impose quand même de publier leurs tableaux, les résultats de manière très précise, sinon leur article est refusé. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un blabla avec des conclusions dites en français, où le mec interprète des statistiques. Ça on prend pas. L'article est rejeté, et donc en général ce que vous allez avoir, c'est des articles qui vont être mixés en deux parties, des données froides numériques, c'est-à-dire des constats, des mesures faites sur des échantillons, qui soient représentatifs ou pas, peu importe, parce que ça on peut pas le vérifier par simple lecture de l'article, mais on prend, voilà, s'il y a des milliers de gens, il y a un petit peu d'aléa quand même, ils sont pas allés interroger tous leurs copains, et puis si le mec il met pas ces données, on va pas prendre l'analyse, voilà. L'analyse qui n'est pas lue par le référé, il vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que c'est écrit dans un français quand même relativement, mais c'est tout. Et alors si vous voulez vérifier que je vous mens pas, c'est simple, vous allez lire les critiques des professionnels officiels de la sociologie, de tout ça là, des sciences humaines, contre Florence Bergeaud-Blacker. Et là c'est très intéressant parce que ce sont leurs critiques qui montrent que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'ils définissent leur autoparalysie et ils reprochent à Florence Bergeaud-Blacker, qui n'a jamais prétendu faire un travail scientifique, ils lui reprochent de ne pas faire un travail scientifique. Et pour ça, ils utilisent le fait qu'on leur rappelle régulièrement, attention, on a été gentil, on a mis le mot science devant votre bureau, mais rappelez-vous, vous ne faites pas de la science, parce que vous n'êtes pas déductif. Et en dehors de la déduction, si vous voulez, et de l'empirique, mais l'empirique n'a pas d'importance dans l'histoire, parce que l'empirique il va ajouter des hypothèses, mais elles sont là, vous les verrez. Donc le mec qui lit l'article, il peut toujours dire je rejette l'hypothèse. Par exemple, quelqu'un qui lit un article sur un sondage qui a été fait, il peut toujours dire je pense que c'est faux, il a inventé qu'il a fait le sondage, mais c'est pas vrai. Je veux dire, vous n'avez aucune preuve quand vous lisez un article que la personne elle a vraiment fait le sondage. Il y a pas, voilà, on n'est pas dans un domaine où on peut se permettre de dire qu'on croit sur parole les gens. De même,
il dit qu'il a fait un sondage, il a peut-être fait vraiment, mais il a peut-être trafiqué tous les chiffres dans son disque, hein, il n'y a pas des flics à surveiller, et donc quand vous lisez l'article, pareil, vous pouvez rejeter, vous pouvez dire il a trafiqué tous les chiffres, voilà, je dis pas que ça arrive, mais je dis que la lecture de l'article vous permet pas d'avoir la garantie que la personne elle n'a pas totalement réécrit son fichier. En plus, ça s'est vu assez souvent. J'ai le souvenir d'une étude, enfin, on est tous tombés de notre chaise, parce que c'était 3 sociologues de renommée nationale, hein, qui étaient connus dans toute la France, qui n'étaient pas des débutants, qui ont fait un article pour dire que supprimer les notes, c'était génial, tous les élèves devenaient bons. Et quand on a vu arriver l'article, c'était 100% positif pour la suppression des notes, 100% négatif, et ils prétendaient avoir fait des études sur des collèges d'Orléans. On a dit, mais attends, ils ont pété un câble, là, ils ont pris de la coke. Pas à la vue des résultats, mais à la vue des chiffres annoncés. Ils avaient non seulement trafiqué tous les chiffres, mais en plus ils s'étaient complètement lâchés dans le texte lui-même de l'article. Et le texte lui-même de l'article, ça ressemblait réellement à du Clémentinotin qui dit que les notes, c'est vraiment terrible. Et donc on se disait, mais attends, on va aller voir les chiffres, 100% de succès pour tous ceux à qui on a supprimé les notes, ils deviennent bons, épanouis, ils ont leur bac avec mention, ils font des études supérieures. Et tous ceux qui étaient restés dans des classes où ça continuait de mettre des notes sur 20, ils étaient nuls, ils partaient en apprentissage, etc. Enfin, et on s'est dit, mais voilà. Et donc ça peut arriver que tout soit trafiqué parce que les gens pètent un plomb, ils font une dépression, n'importe quoi. Mais globalement, c'est vraiment à la lecture du texte que vous voyez si le texte est scientifique ou pas. Si vous n'avez pas des données, c'est pas... voilà, si vous n'avez pas des... Enfin bref, j'ai déjà tout expliqué. Maintenant, je vais refaire une autre vidéo, mais ce ne sera pas la même, parce que là, je vais faire 2 YouTube, sur ce que... Une fois qu'on sait ça, enfin ça c'est un truc que les professionnels savent, je le dis juste pour les gens qui auront envie de m'écouter, les 4 visiteurs de ma chaîne YouTube, mais une fois qu'on sait ça, il faut comprendre après, quand vous entendez des disputes sur l'islam, quelles sont les erreurs à pas faire, parce que le problème qu'on a avec l'islam, c'est qu'aucune étude critique n'est possible. Alors bien sûr vous allez me dire, si, pourtant il y a des islamologues, il y a le Coran des historiens, mais ça c'est du pipeau, c'est des gens qui ont tenu compte des contraintes. Alors là je parle plus de science, pas science, peu importe que ce soit de la science ou pas de la science, là ce que je veux dire c'est que l'islam il met un poids sur les personnes qui fait que elles peuvent rien faire, donc ils s'adaptent. Donc c'est pas parce qu'ils vont réussir à bouger un petit doigt ou dire ouais c'est quand même pas terrible l'islam, c'est pas parce qu'ils vont réussir à faire ça et qu'ils sont islamologues et ceci et cela qui sont fiables. Évidemment qu'ils le sont pas et tout le monde le sait, enfin, je veux dire nous dans notre groupe, puisque je pense que c'est des gens qui sont plutôt concernés, qui vont écouter ma vidéo, ils savent très bien que tout ce qu'ont écrit, même le Coran des historiens, même Majidou Kacha, tout ça, c'est très gentil parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont exécutés sinon. Donc voilà, même Salman Rushdie qui a pourtant pas été méchant, on voit ce qui lui est arrivé. Donc il n'est absolument pas possible dans le domaine universitaire d'accoucher de quoi que ce soit de sérieux sur l'islam. Sauf, là encore, j'y reviens, sauf sur les faits. Si le mec il vous dit que tel personnage historique est mort à telle date, etc., il n'y a pas de raison de pas le croire. Si le mec il vous dit que dans tel musée il y a exposé tel... mais si vous voulez, avec ça on fait rien. Voilà. Donc je vais faire une deuxième vidéo sur comment se resituer ensuite par rapport à cette problématique, hein, parce que je rappelle que l'islam, ce n'est pas une religion, c'est une mafia pédocriminelle et un crime contre l'humanité, et par ailleurs c'est une maladie. Donc on étudie des gens qui en fait sont des malades, sont des gens qui ont subi une hémiplégie, qui ont détruit en grande partie leur récepteur du féminin, et vous avez une espèce de tradition qui est, faut pas déshumaniser. Bah, le problème c'est que si vous déshumanisez pas, d'ailleurs j'ai eu une discussion une fois avec un communiste laïque, qui, quand je lui ai expliqué que les mecs de Daesh étaient des machines, au sens factuel, c'est-à-dire ils étaient morts, en mort cérébrale, et leur corps bougeait, commandé par un algorithme. Il dit, je ne peux pas accepter ça au nom de mes valeurs. Bah, je lui dis, mais dans ce cas-là, je me trompe peut-être, hein, c'était pas la question, mais si c'est tes valeurs qui t'empêchent, à ce moment-là, un platiste, il me dit, je ne peux pas accepter que la Terre est ronde à cause de mes valeurs, la discussion n'est plus possible. Et donc, vous avez, vis-à-vis de l'islam, on part sur de mauvaises bases, parce que on va souvent le traiter comme une religion et comme un truc qui serait pas un crime contre l'humanité, qui serait pas une maladie gravissime, une monstruosité. Alors, je dis pas, moi j'affirme que c'en est une après des études, mais ce que je veux dire, c'est que on part du principe que c'en est pas, et dès lors, tout ce qu'on va produire, bah, ça sert plus ou moins à rien parce que c'est stérile, dans la mesure où bah, vous allez faire comme les gens qui déshumanisent pas Daesh, par exemple, ou qui déshumanisent pas les talibans, et qui donc vont en faire des coupables qui ressentiraient encore quelque chose, qui seraient encore capables de percevoir le bien et le mal. Ou quelque chose qui ressemble au bien ou au mal, vous voyez. Et donc ils les traitent pas comme des androïdes, même si c'est pas 100% des androïdes, ils ont des petites sensations un peu comme des plantes, mais ils partent pas de ce principe. Et ben du coup ils franchiront pas cette très longue distance qu'il y a à franchir avec cette pollution religieuse, religio-humaniste, si vous voulez, de l'intellect, qui empêche de voir quelque chose qu'on veut pas voir. Voilà, si on veut vraiment discuter d'islam, il faut commencer par ne pas préjuger que c'est quelque chose de respectable. Il faut commencer par ne pas préjuger, par exemple, que les racailles de cité, les lacostéennes qui à la délinquance classique ordinaire ajoutent du sadisme gratuit, c'est-à-dire de la délinquance qui leur rapporte rien,
qui va même, c'est des CSC, c'est-à-dire qu'il va les afficher comme des monstres inhumains et froids. Il ne faut pas commencer par préjuger, ah non, ce sont des enfants, ils sont jeunes, ils savent pas ce qu'ils font, voilà. Je me rappelle, parce qu'il y a un truc très simple, quand vous écoutez Ouria Boutelja, il y a quasiment une recette de cuisine qui est, si vous écoutez un truc qu'elle affirme, en général, c'est qu'elle pense l'opposé. Enfin, elle, pas sur l'islam, mais je veux dire, quand elle fait beaucoup, je vais prendre l'exemple direct. Elle dit un jour, oui, si Mélenchon est devenu donc pro-islam et ce qu'il est, quoi, c'est parce qu'il s'est rendu compte que la banlieue ressent quelque chose, que ce sont des gens capables de pleurer, capables d'être malheureux, et que ce ne sont pas juste des racailles ordurières et au cuir épais qui ressentent presque rien. Or, personne lui posait la question à Ouria Boutelja. Personne lui avait dit que c'était faux. Et donc, c'est grâce à Ouria Boutelja que je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Et en fait, je me suis aperçu qu'elle avait constaté qu'effectivement, ces racailles de cité sont insensibles, n'ont pas d'empathie. Et alors après, je dis pas que c'est de leur faute, pas de leur faute, c'est pas le problème. Et puis c'est une moyenne, hein, c'est pas tout le monde. Mais je veux dire, elle avait elle-même constaté la sécheresse sentimentale et l'assèchement de vie, c'est-à-dire qu'ils s'étaient quasiment, ils s'étaient eux-mêmes déshumanisés, où ils étaient devenus insensibles, et donc capables de faire des trucs sadiques, et du coup elle disait l'opposé, elle dit Mélenchon a constaté qu'ils étaient sensibles, pleins d'empathie, etc. Et donc vous voyez ça, ce que je viens de dire, c'est horrible. C'est horrible, on se dit que moi par exemple, je suis en train de déshumaniser les racailles de cité. Et puis on peut dire, bah, c'est donc un con, il a tort. Voilà. Et en fait, d'abord, je les déshumanise pas tous, et puis peu importe, moi je m'en fous de ce qu'on pense de moi, mais ce que je veux dire, c'est que je veux montrer que vous avez des hypothèses tacites qui proviennent d'une religion ou d'une morale qui vont complètement cacher l'étude d'un problème. Par exemple, l'endurcissement, que tout le monde constate, il n'y a pas besoin de sociologue, tout le monde voit la méchanceté gratuite en moyenne de ces individus, de ces sujets, enfin, je sais pas comment dire, hein, pour essayer de parler comme des laborantins, de ces entités, si vous voulez, mais on n'arrive pas à accéder au problème. En fait, le problème, c'est l'islam, évidemment, c'est les meilleurs représentants de l'islam, les racailles de cité, c'est les parfaits, c'est vraiment ce que l'islam produit par excellence. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez aller dans les médias partout où vous voulez, on vous dira non, ça c'est pas l'islam. Voilà. Alors que c'est l'islam par excellence, c'est la substance par excellence de l'islam, puisque c'est cette atrophie de la perception du beau et du féminin, et c'est tout pour la guerre, quoi. Enfin, tout pour je te domine, je suis dominé, je gagne, je perds, mais voilà, j'arrive pas à vivre, j'arrive pas à ressentir. On a fait des expériences, on les a mis dans des châteaux, on leur a offert on a les cités et les banlieues chaudes de France, c'est quasiment les trucs pour lesquels on a dépensé le plus d'argent, et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils devraient tous être milliardaires, ça devrait être des véritables paradis, tous ces endroits, et tout l'argent a disparu et tout a raté, justement parce qu'on n'a pas tenu compte de l'absorption par l'éponge islam de ces liquidités, de cet argent, et donc l'islam a tout absorbé, mais l'interdiction de vivre et l'incapacité de vivre due à l'islam a fait le reste. Et vous avez toujours des zones sinistrées, prétendument pauvres, etc. Alors qu'il n'y a jamais, si vous voulez, je connaissais le chiffre, je crois que c'est le triple, mais c'est même plus que ça, l'argent public déversé sur les banlieues pour essayer de les aider, vous auriez déversé ce même argent, je sais pas moi, sur l'Auvergne. Aujourd'hui, le monde entier viendrait visiter l'Auvergne pour toute sa magie artificielle qui a été construite avec cet argent, parce que voilà, on a et le fait de ne pas vouloir comprendre que l'islam a détruit des parties de l'organisme, et en particulier en moyenne chez ces personnes, il les a détruites et les a transformées en autre chose, et ben ça nous a conduit à ce drame, et en particulier à ce gaspillage d'argent public, qui n'est pas le pire drame, mais qui est un effet collatéral de refuser de se laisser guider par des préceptes religieux ou l'humanisme, qui est une forme de religion, pour analyser le réel.